Tes enfants ne tiendraient pas le coup dehors. Railla Alissa d'une voix sèche et condescendante, assise par-dessus le dallage en acajou poli de la table. Ils sont trop habitués aux jeux vidéo et à la climatisation. Herowood Ridge n'est pas un terrain de jeu. Isabella, c'est pour les survivalistes aguerris. Elle annonça avoir réservé la partie la plus exclusive pour un séjour en famille en me fixant de regard. J'ai exclu ta famille pour leur éviter l'humiliation. Des rires nerveux parcoururent la table. Mon mari était absent, gloussèrent mes parents en évitant mon regard. Je ne protestai pas, je ne défendis pas mes enfants. Je sirotai lentement mon vin, songeant à l'imposant titre de propriété en fer dans le coffre-fort inifugé, le titre qui prouvait que je ne connaissais pas seulement Herowood. J'en étais propriétaire. Sur le chemin du retour, ces rires résonnèrent dans ma tête, me rappelant les années où j'avais encaissé en silence leur cruauté pour préserver la paix, payant le prix émotionnel que ma famille refusait de payer. Mes parents avaient privilégié le confort à la dignité, sacrifiant l'estime de soi de mes enfants pour nourrir l'ego démesuré d'Alissa. Mais ce soir, l'équilibre était rompu. À la mort de ce vieux survivaliste excentrique, il n'avait pas légué son héritage à la nièce bruyante qui considérait la nature comme un simple décor, mais à la petite nièce discrète qui avait appris à déchiffrer le vent et la mousse. Herowood Ridge exigeait de la compétence, pas des cartes de crédit. Mon téléphone vibra. Alissa avait réservé le forfait sur Vie Platine, 8400 $ pour une immersion totale et sans assistance, conçu pour lever les faux-semblants et révéler la vérité. J'aurais pu annuler, la prévenir, mais j'appuyais sur « Approuver ». Noah et Chloé déboguaient du code sur leur tablette, les yeux brillants d'une intelligence tranquille. « Préparez votre équipement. Du vrai équipement. On part pour Herowood. »« Est-ce que tante Alissa nous a invités ?» demanda Noah. « Non. » répondis-je en me dirigeant vers mon coffre-fort. Nous arrivâmes dans l'après-midi. L'air était vif, embaumé de pin, presque judiciaire. Mon SUV, chargé de matériel technique, était garé à côté de la voiture de luxe immaculée d'Alissa. Elle en sortit, une vraie publicité pour la randonnée, leggings de marque, bottes neuves, maquillage impeccable, indifférente à la boue et au vent. La réalité du luxe la rattrapa. Pas de lodge, pas de cabane de glamping, pas de Wi-Fi, juste la forêt. Où sont les employés? Les prises électriques? Demanda-t-elle. Je m'appuyai contre ma voiture. C'est une réserve naturelle. Peu d'intervention. Juste nous et la nature. Avec un sourire moqueur, elle sortit son téléphone pour immortaliser l'instant, arrangeant sa famille comme des accessoires, feignant une fatigue qu'elle n'avait pas méritée. Noah s'avança discrètement. « Tante Alissa, tu es en train de te planter dans un nid de fous. Il faut des décennies pour que ça s'installe. Tu assures grave. » Silence. Son sourire s'effaça. Elle campa sur ses positions, défiante. « Ne me parle pas comme ça. Va jouer avec ton iPad. » J'ai décelé une blessure narcissique. La forteresse vide de son ego s'effondrait sous le poids d'une compétence tranquille. Elle se fiche de la mousse, dis-je à Noah. Ce qui l'intéresse, c'est la photo. Alors que l'après-midi laissait place à un crépuscule mordant, la réserve s'est imposée. Le soleil a décliné, les températures ont chuté, le vent a transpercé les coupe-vents de marque. Alissa arpentait la pièce, frissonnante. Le guide d'élite était en retard. Soudain, Noah est sorti des arbres, vêtu du gilet vert foncé d'un jeune gars forestier, marqué par des centaines d'heures de travail sur le terrain. « Je suis le guide », dit-il calmement, son autorité héritée de son grand-oncle. Alissa a éclaté de rire, incrédule. « Tu as 12 ans. C'est une blague? J'ai payé 8000 $ pour un professionnel. Tu as payé pour le meilleur? Dis-je. Écoute-le. » Refusant, elle a entraîné son mari dans le montage d'une tente de luxe conçue pour les ingénieurs. Les arceaux s'entrechoquaient, les instructions s'envolaient dans le ravin. Le chaos régnait tandis que Noah et Chloé construisaient en silence un abri de fortune, l'isolant de feuilles, de branches et de formations naturelles. Ils se déplaçaient avec fluidité et efficacité, maîtrisant le paysage au lieu de le combattre. La tente d'Alissa claquait au vent, sa frustration lui brisant la voix, tandis que mes parents observaient les enfants, comprenant trop tard. La cabane de Noah et Chloé restait debout, compacte et chaude. Chloé annonça « Maman, la température intérieure est de 13 degrés et se maintient. » Alissa abandonna la tente, s'approchant en trombe et accusant de supercherie. Noah expliqua calmement « L'espace vide est le meilleur isolant. Ta tente a une surface trop importante. » Elle réclama un remboursement à grands cris. « Samuel n'est pas un responsable. » dis-je. « C'est un garde forestier. Il arrive. » Le froid s'intensifia à la tombée de la nuit. Les téléphones clignotaient.
Les parkas ne suffisaient plus, le luxe n'avait plus aucune importance. L'arrogance d'Alissa se heurta au silence de la compétence. Elle s'approcha du chalet de la réserve en gémissant, exigeant de voir le propriétaire. Samuel me fit signe par-dessus son épaule. Le propriétaire est juste là. Sa confusion s'estompa. Je m'avançai dans la lueur du feu, la tablette à la main, l'acte de propriété illuminé. J'étais propriétaire d'Earlwood Ridge. Mon grand-oncle Arthur me l'avait légué, sachant que je la protégerais. Le vent rugit, le visage d'Alissa se décomposa. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé partir? »« Tu as supposé, dis-je, tu as supposé que mes enfants étaient incompétents, que j'étais faible, que la nature s'achetait. » La tablette affichait la transaction de 8400 $. Elle avait payé pour apprendre une leçon. La nature se fiche de qui vous êtes. Elle regarda autour d'elle, transie de froid et impuissante, debout sur ma terre. « Tu peux rester, dis-je, mais selon mes règles. Première règle, tu consommes ce que tu crées. » Noah la guida vers un coin de terre, lui apprenant à allumer un feu par friction. Les mains tremblantes, elle s'efforça, Claude la corrigeant, sa persévérance produisant une volute de fumée, puis une flamme. Elle regarda Noah, le voyant vraiment, non pas un enfant de la ville, mais un maître d'un monde qu'elle n'avait pas compris. Le matin se leva différemment sur Earlwood Ridge. Le respect, et non l'absence, emplissaient l'air. La tente de luxe disparut. Alissa se déplaçait silencieusement, ramassant les déchets, basket aux pieds, cheveux attachés, mains sales. Elle me tendit un thermos, reconnaissante de la chaleur. Je ne sais pas comment m'excuser pour hier ni pour ces 5 dernières années. Tu n'as pas à t'excuser. Dis-je, tu dois juste changer. L'influence n'est pas la compétence, lui dis-je. Grand-oncle Arthur disait que le bruit ne prouve rien, une poule caquette pour un seul œuf comme si elle avait pondu un astéroïde. Il m'a légué la terre parce que je l'ai écouté. Être responsable, c'est protéger, en sachant que nous sommes éphémères, mais que la terre est éternelle. Alors que la famille se rassemblait, la hiérarchie s'était réinitialisée. Les enfants menaient, les adultes apprenaient. Le campement se remplit dans un rythme coordonné, la leçon assimilée. Alissa demanda doucement s'il pouvait revenir, non pas pour le contenu, mais pour apprendre correctement. J'acceptai. Laisse le forfait platine à la maison la prochaine fois. Prends tes bottes de travail. Sur le chemin du retour, Noah et Claude s'endormirent, triomphants. La voiture était silencieuse, emplie du silence d'une leçon apprise, d'un héritage assuré d'une famille qui prenait conscience de ce qui comptait vraiment.